Thank you very much, Jane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez très bien dormi, que vous êtes prêtes et prêts à attaquer jour 2 du colloque. C'est mon très grand plaisir, mon honneur de présenter l'intervenant de ce matin, Kamel Daoud. Faudrait-il qualifier Kamel Daoud avant tout de journaliste ? Entré en 1994 au journal quotidien d'Oran, il en est devenu le rédacteur en chef pendant 8 ans. Sans aucun compromis, il a appliqué son scalpel aiguisé de critiques pointues au régime sclérotique algérien, à l'islam intégriste et aux attitudes vis-à-vis de la femme dans les pays maghrébins et du Moyen-Orient. Environ 180 de ses écrits journalistiques sont recueillis dans la publication Mes indépendances, chronique 2010-2016, qui a paru en 2017. Ou bien devrions-nous plutôt décrire Kamel Daoud comme auteur de fiction ? Son premier recueil de nouvelles est sorti en 2008. Son roman Zabor ou les psaumes en 2017 et 2018 a vu la parution du Peintre dévorant la femme, série de réflexions résultant d'une nuit passée au musée Picasso à Paris dans le cadre de l'exposition 1932 Année érotique. Dans Peintre dévorant la femme, nous voyons ce qui, à mon avis, est la caractéristique rhétorique, analytique et stylistique clé de Kamel Daoud, à savoir l'inversion ou la confusion des attentes. L'érotisme est un rite de chasseur, écrit-il, sauf qu'il ne tue pas sa proie. Le chasseur érotique aime se faire dévorer par sa proie, s'y perdre, s'y enfouir. Et dans un mois sortira chez Gallimard le dernier roman de Kamel Daoud, Houri. L'œuvre la plus célèbre de Kamel Daoud, son roman Meursault contre enquête de 2013, a remporté le prix Goncourt du premier roman, le prix François Mauriac et celui des 5 continents de la francophonie. Toutes les étudiantes, tous les étudiants de français du monde entier connaissent le Meursault d'Albert Camus. Kamel Daoud, par contre, nous fait connaître l'arabe que Meursault a tué dans L'étranger de 1942. L'arabe de Kamel Daoud se voit attribuer un nom, Moussa, une maman qui est en vie contrairement à celle de Meursault, une amante et, de manière significative, un frère, Haroun, qui raconte l'histoire de Moussa, élevant ainsi l'arabe qui paraît comme figurant anonyme en toile de fond de la crise existentielle d'un homme blanc dans le roman de Camus, à un individu avec un nom, dont la dignité et l'humanité sont rétablies. Mais, inversant encore les attentes, le roman finit par être un hommage au collègue auteur Albert Camus, Kamel Daoud évitant toujours les oppositions faciles et fausses entre Européens et Arabes, France et Algérie, le soi et l'autre. Faudrait-il donc qualifier Kamel Daoud de décolonialiste ? Faisant indirectement référence aux gestes anticoloniaux d'Aimé Césaire, de Léopold Senghor et d'autres, Kamel Daoud décrit les Arabes comme des gens à la négritude floue. Il qualifie l'écriture en français des auteurs postcoloniaux d'étranges créoles que fabriquent les décolonisations. Cette créolisation décoloniale permet à Kamel Daoud d'entremêler les allusions, par exemple à l'Antigone de Sophocle, dans le cas de l'insistance de Haroun à récupérer le cadavre de son frère Moussa, aux contes oraux africains, par exemple, ou de référencier Vendredi, personnage de l'auteur canonique anglais Daniel Defoe, à côté, par exemple, d'un conte allégorique arabe du XIIe siècle, Hay ibn Yaqdan. Expliquant les mécanismes de sa propre écriture décoloniale, Kamel Daoud déclare « Je vais faire ce qu'on a fait dans ce pays, l'Algérie, après son indépendance, prendre une à une les pierres des anciennes maisons, des colons, et en faire une maison à moi, une langue à moi. »
Et tout comme ses prédécesseurs algériens décoloniaux, à commencer par Kateb Yassine, Kamel Daoud est constamment conscient de la colonialité implicite non seulement dans la langue française, mais aussi dans la langue arabe qui, pour lui, est saturée par le sacré musulman, par les idéologies dominantes islamiques. Kamel Daoud écrit ouvertement de son propre cheminement vers un islam fervent et de son éloignement de cette religion. Faut-il alors parler d'autofiction? Et j'ai remarqué qu'il y a autofiction sur votre première diapo. Sa propre relation avec l'islam, selon l'une de ses nouvelles, cessa le jour où il acheta une cassette audio de la chanteuse américaine créée par le diable, Madonna. La première question que je lui poserai, donc, après son intervention, ne manquera pas d'être « Quelle est votre chanson préférée de Madonna? Borderline ou Into the Groove ?» Il ne me reste qu'à passer la parole à Kamel Daoud, qui est bien sûr toutes ces choses. Journaliste, romancier, nouvelliste, critique d'art, philosophe décolonial et commentateur social pour sa conférence intitulée, et c'est ma question que je vous pose, la guerre imaginaire, que faire de la France en Algérie? Merci. Bonjour, merci d'être là. Je vais essayer d'être intéressant. Quand on écoute les loges que l'on fait de sa propre personne, la moindre des politesses, c'est d'être mort, de ne pas répondre. Alors, peut-être 2 ou 3 petites précisions. Je ne suis pas dans le décolonial permanent, c'est au contraire, toute ma religion intellectuelle, c'est de m'élever contre l'assignation à ce jeu de rôle qu'on appelle le décolonial permanent. Mais je vais y revenir. Alors, au début, quand on m'a demandé de proposer un texte pour cette conférence, j'ai un peu hésité. Je ne suis pas académicien, donc je n'ai pas l'art de la méthode, j'ai celui littéraire de la digression. La littérature, c'est un art de la digression. On laisse les autres parler, on pense par soi-même et on publie à la fin. Et ils vous lisent peut-être. Donc, qu'est-ce que la guerre imaginaire? Vous savez, quand vous êtes un écrivain issu de l'Algérie, que vous voyagez dans le reste du monde, c'est-à-dire hors de la France et de l'Algérie, il est très difficile d'expliquer qu'est-ce que l'Algérie. Il est même très difficile de prouver que vous êtes vivant, c'est-à-dire que vous respirez. Nous sommes un pays d'archives, nous sommes un pays de noir et blanc, nous sommes un pays matrice du décolonial permanent. C'est-à-dire, lorsque vous êtes Algérien vivant, ça m'est arrivé d'aller en anglo-saxonie, en Asie, etc., il est très difficile d'expliquer que nous sommes un pays en couleur, peuplé de gens qui sont nés après la guerre. C'est une assignation permanente au passé quand vous êtes algérien. La plupart du temps, les journaux m'appellent quand il y a une déclaration du président Macron sur le mémorial algérien, tout le monde m'appelle comme si je venais de déposer les armes de la décolonisation. Il m'est arrivé de penser et de croire que moi qui suis né en 1970, c'est-à-dire 8 ans après l'indépendance, il m'est arrivé de croire que si je disais à des journalistes que j'ai participé à la guerre d'Algérie avant ma naissance, ils risquaient de me croire. Alors, c'est ce qui rend difficile de parler d'une chose incroyable en Algérie qui s'appelle le présent. Il est plus facile de parler du passé. Il y a 3 écueils à cette impossibilité de parler de l'Algérie au présent. Le premier obstacle, c'est le barrage linguistique. La plupart des intellectuels qui s'intéressent au post-colonial ne maîtrisent pas l'arabe et encore moins l'algérien, qui est une langue qui n'est pas un dialecte arabe. Donc, cette barrière linguistique ne laisse pas voir la réalité du pays et ses enjeux idéologiques et politiques et culturels maintenant. L'accès se fait à travers toute une littérature académique post-coloniale qui est devenue, pour moi, à mes yeux, c'est peut-être radical comme jugement, une rente mémorielle, académique ou culturelle ou éditoriale. Le deuxième obstacle, c'est le statut de l'Algérie comme pays d'archives. Nous sommes perçus à travers le film La bataille d'Alger, les archives de la guerre, mais le présent n'est pas perçu. Vous savez, quand il y a des ruptures politiques en Algérie, par exemple l'Irak en 2019, ou il y a des printemps barbares en 81, 80, 82, les journalistes français qui sont les intermédiaires entre le reste du monde et l'Algérie débarquent toujours avec les mêmes clés sur l'apport ou sur l'impact de la guerre de décolonisation sur le présent. Donc le récit du passé empêche de voir la réalité du pays telle qu'elle existe maintenant, c'est-à-dire
d'être dans le présent. Un des autres obstacles, c'est le récit fait en Algérie, qui est entretenu par les élites politiques et le leadership politique, celui de la rente mémorielle et de légitimité. En Algérie, les rues portent des noms de martyrs, les places portent des noms de martyrs, les livres portent les traces des martyrs, tout porte les traces des martyrs de la guerre de libération. Il n'y a aucune trace, par exemple, sur la guerre civile de 1990 à 2000, que j'ai vécue personnellement, et qui est interdite sous peine de prison, de 3 à 5 ans de prison, pour quiconque oserait parler de cette guerre. Et vous avez une génération comme la mienne ou celle qui est venue par la suite, qui récite dans les livres scolaires toutes les traces de la guerre de décolonisation et qui est interdite de parler d'une guerre au présent qui a fait entre 200 à 250 000 morts. Et nous sommes donc dans ce piège permanent qui est celui d'une hypermnésie imaginaire sur une guerre qu'on n'a pas vécue et d'une amnésie obligatoire sur une guerre que nous avons vécue. Vous voyez tout cela, ça offre de la matière pour la névrose et pour la littérature. Alors, pourquoi je dis guerre imaginaire ? Je suis un enfant né dans un village et avec le temps, j'ai perçu clairement que mon père et mon grand-père ne me parlaient pas beaucoup de la guerre d'indépendance ou de la guerre contre la France coloniale de l'époque. Il y avait un silence, il y avait une mesure, il y avait chez mes parents cette preuve que l'histoire était beaucoup plus complexe que celle qu'on m'enseignait à l'école. À l'école, la simplification était de règles. Il y avait les Français qui étaient méchants, il y avait les Algériens qui étaient arabes et musulmans, et il y avait une guerre qui avait les relents d'une guerre sacrée, de décolonisation. Mon père, par ses silences, ou ma grand-mère, m'expliquait que les choses étaient beaucoup plus complexes. Le récit algérien a évacué la complexité de l'histoire immédiate. Résultat des courses, par la suite, pour ma génération, c'est que nous avons une connaissance très approximative de l'histoire de la décolonisation, mais nous avons un excès d'informations qui ont été réadaptées en fonction des besoins politiques. C'est ce que j'appelle l'autofiction. C'est-à-dire nous avons construit pour les générations algériennes une autofiction qui ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, ce qui rend le plus compte de la réalité algérienne historique du XXe et du XIXe peut-être, c'est plus la littérature que le métier très contrôlé d'historien. Donc nous avons cette idée de silence. La suite, c'est qu'à cause de cette amnésie concoctée, la nouvelle génération est entretenue dans un excès de zèle du mémorial. Alors je m'explique, c'est très complexe. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous venez au monde en Algérie et que vous venez après l'indépendance, vous vivez avec deux syndromes. Le premier, c'est celui du revenant. Vous êtes investi d'une vie que vous n'avez pas vécue, c'est celle de la guerre. Et la deuxième, c'est le syndrome du déserteur. La génération qui nous précède nous a toujours accusés d'avoir déserté une guerre alors que nous n'étions pas nés. Nous sommes plongés dans la situation des indus occupants. Nous sommes coupables de ne pas avoir fait la guerre à la France et de ne pas être nés au bon moment. Quelque part, nous sommes des déserteurs biologiques. Nous sommes interdits à la possession. Nous ne pouvons pas parler. Le leadership politique nous est interdit. La possession matérielle est interdite quelque part. L'Algérie se divise, et ça c'est un drame très fanonien que l'on peut reprendre, entre deux castes. Ceux qui ont fait la guerre, leurs enfants, leurs proches, et ceux qui, comme moi, n'ont pas fait la guerre et qui sont dans une position d'illégitimité. Alors, ma génération a toujours rêvé d'une solution biologique, c'est-à-dire qu'avec le temps, c'est une vision très positiviste occidentale, cette génération va disparaître et nous allons enfin hériter du pays. Tout le monde y croyait, même en France, où on espérait une fin de la guerre, une fin de la douleur de cette guerre. La réalité, elle est différente. La jeune génération est beaucoup plus zélée dans le faux souvenir de la guerre que la génération précédente. La jeune génération, parce qu'elle sait qu'elle est dans une sorte de procès de loyauté, est obligée de reconstruire et d'être encore plus nationaliste que la génération précédente. Pour des raisons très simples. La seule success story algérienne, c'est celle d'avoir fait la guerre à la France. La seule légitimité de la vie, c'est celle d'entretenir la guerre contre la France. La France est obsessionnelle, la France est nécessaire au nationalisme algérien, la France est au centre des imaginaires algériens. On le refuse violemment, mais pour nous, le reste du monde, c'est la France qui ne parle pas français. Alors, c'est pour cette raison que je parle un peu de guerre imaginaire. Il y a quelques années, je ne sais pas comment ça fonctionne,
il y a quelques années, je me promenais à Oran et j'ai vu sur des murs, c'était en mars, c'est pas 2029, c'est 2022, 2019 plutôt. Donc je me promenais à Oran et j'avais lu des tags un peu partout et vous lisez avec moi, nous ne voulons pas de la naturalisation, nous refusons l'intégration et nous ne voulons pas être des Français. C'est écrit par des jeunes Algériens en 2019 qui avaient à peu près la vingtaine. Lors du soulèvement contre l'ancien régime en 2019, 3 semaines après les premières manifestations, chaque vendredi, on avait ce genre de slogan. L'Algérie n'est pas à vendre. Et on voyait un petit peu tous les slogans et toutes les banderoles contre la France. Et c'est cet anachronisme qui m'avait frappé. Ces slogans, s'ils avaient été écrits par la génération de 1961 à l'âge plutôt du vote d'autodétermination, je l'aurais compris. Mais écrits par des jeunes qui ont 19 ans en 2019, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me renvoie à une des plus belles phrases de Borges, « Tout présent est anachronique ». Et dans les pays de la décolonisation, le présent n'existe pas. La fonction de la France, elle est toujours centrale en Algérie. Elle permet la coalition, elle permet l'unité, elle permet l'unanimité, elle permet la légitimité et elle permet de donner un ennemi. Le Hirak algérien qui, au début, voulait la chute du régime, a fini par se retourner contre la France. Et quand vous voyez des photos avec la France dégage de l'Algérie en 2019, c'est quelque chose d'étonnant, sachant que la France est partie en 1962. Donc c'est ce que je voulais un peu... vous avez cette photo-là qui est superbe, dégage la France. C'est extraordinaire, je veux dire, quelqu'un qui habite Hue au Vietnam ne peut pas comprendre pourquoi on demande à la France de partir d'un lieu qu'elle a déjà quitté 50 ans avant. Nous sommes dans une sorte d'entretien d'une sphère d'imaginaire qui est nécessaire et fondamentale pour l'exercice et pour l'imagination politique. Cette guerre imaginaire, elle va dans tous les sens. Il y a 2 ans, par exemple, une militante algérienne a fui l'Algérie parce qu'elle était interdite de sortir du territoire. C'est la nouvelle peine. On vous retire votre passeport et vous passez votre temps entre les tribunaux à chercher pourquoi et qui a fait ça. C'est un peu Joseph K. Donc, elle arrive à prendre un taxi pour aller en Tunisie, elle est binationale, et elle prend l'avion vers la France après des tractations diplomatiques. Elle est française. Et ça a déclenché une crise majeure en Algérie sur le scénario classique de la paranoïa, c'est-à-dire l'intervention d'un colonel de la DGSE française, une opération de barbouze, un sauvetage d'un agent important qui veut déstabiliser l'Algérie, etc. Bon, tout cela n'est pas vu quand on n'est pas algérien. On habite l'Angleterre ou un autre pays, on ne voit pas cette hystérisation de la France en Algérie. Cette activiste était juste une activiste sur Facebook. Et ce qu'elle a fait, elle a utilisé son passeport français et algérien pour pouvoir quitter le pays où elle était prisonnière quelque part. Et donc, pendant 3 mois, nous étions tous, nous, moi y compris, sous écoute, écoutés, filés, poursuivis, surveillés et menacés de prison pour une hystérie collective autour de la France. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. L'hystérisation contre la France est extraordinaire. L'interdiction des panneaux, l'usage quasiment interdit, il ne l'est pas par la loi, de la langue française. Mais on va revenir un petit peu sur alors, vous avez, pour ceux qui le reconnaissent, un peu reconnu ce poète français, un des grands-pères et des parents du romantisme français, je parle de Lamartine, qui a une très belle phrase que vous connaissez tous, « Ô temps suspend ton vol ». Et je crois que, quelque part, Lamartine a été algérien. Parce qu'il n'y a qu'en Algérie où une dictature entière, un système politique entier rêve de ça, « Ô temps suspend ton vol ». Je pense que ce vers, ce poème, qui est extrait du poème Le Lac, est valable autant pour définir le romantisme en Occident que la dictature en Algérie. C'est-à-dire suspendre le temps, arrêter le temps, figer le temps, congeler le temps. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo dans ce slide, parce qu'on m'a dit que les universitaires aiment bien les slides. Alors, donc cette guerre, elle est imaginaire, elle est entretenue, elle est nourrie par le régime, et elle induit 2 choses. Elle induit d'abord, d'un côté, un pays figé dans le temps, un pays qui a suspendu le vol du temps, et d'un autre côté, quand vous êtes vivant comme moi, enfin je l'espère, c'est que vous êtes un intellectuel congelé. C'est-à-dire un intellectuel qui n'est sollicité sur l'Algérie, non pas par rapport à son présent, mais comme illustration, comme un fond d'un muséal, d'une histoire de décolonisation parfaite, c'est l'histoire de l'Algérie. Donc c'est ce que je voulais dire par la guerre d'Algérie et la guerre imaginaire. Alors, ce que vous voyez là, par exemple, et c'est le deuxième volet de cette pseudo-conférence,
Ce que vous voyez là, c'est un film que vous avez peut-être vu, c'est la bataille d'Alger. C'est un film iconique sur la guerre d'Algérie. Pour moi, c'est une illustration magnifique de ce que j'appelle l'autofiction. Alors, je rappelle un peu l'histoire de ce film. L'histoire de ce film raconte la bataille d'Alger, c'est-à-dire la résistance des indépendantistes algériens dans la ville capitale d'Alger. On est entre 54 à 57, 56 à 57, 58. Donc c'est une bataille très dure qui a fait intervenir l'armée française directement pour mater la rébellion, entre guillemets, des indépendantistes. Donc cette guerre, cette bataille a fini par faire un peu exploser l'équilibre français, parce qu'il y a eu usage de la torture, surtout. Il y a eu une mobilisation des intellectuels de gauche en France contre l'usage de la torture, etc. C'est une histoire que vous connaissez plus ou moins. N'empêche que l'un des artisans de cette guerre, de cette bataille d'Alger, c'est cet homme-là que vous voyez au centre avec un papillon. Il s'appelle Youssef Saadi. C'était lui le chef des commandos des brigades d'Alger durant la bataille d'Alger. Alors suivez-moi, c'est assez complexe. En 1965, on tourne un film en Algérie qui s'appelle La bataille d'Alger, le fameux film de la bataille d'Alger qui a eu beaucoup de prix à l'époque. L'histoire de ce film, elle est extraordinaire. Je vais vous citer 3 anecdotes. La première fois qu'on a pensé à ce film, c'était par l'homme au papillon, Youssef Saadi, qui est au centre, qui était le chef des brigades durant la bataille d'Alger. Si vous ne me suivez pas, vous me le dites. Donc, c'était le chef des brigades. Arrive 62, c'est un héros de guerre. En 1962, l'indépendance de l'Algérie, les chefs de guerre prennent le pouvoir et se méfient des gens comme lui, qui avaient de la légitimité. Donc on lui donne une rente, on lui donne un peu d'argent en lui disant « vous sortez du politique et vous créez une sorte d'agence de rayonnement culturel algérien ». Un peu pour ce qu'on appelle maintenant le soft power ou du narratif. Vous vendez du narratif sur la guerre d'Algérie. Lui, il prend cet argent, il avait écrit en prison parce qu'il avait été arrêté par l'armée française, et il écrit un petit scénario sur la bataille d'Alger. Il se promène en France pour chercher un réalisateur. Il ne trouve pas de réalisateur pour la bataille d'Alger. Donc, de contact en contact, il finit en Italie. Et là, il voit les grands réalisateurs italiens de cette époque. On a Visconti, on a Rossellini, on a d'autres. Ils finissent aussi par les conduire en lui disant « Écoutez, il y a quelqu'un qui s'appelle Pontecorvo qui commence, c'est un réalisateur très engagé, communiste à l'époque, et quelqu'un qui est très sensible et qui avait déjà le projet de tourner un film sur la bataille d'Alger et qui s'appelle Para, c'est-à-dire le point de vue des parachutistes français. Youssef Saadi va le voir, il lui propose le scénario de la bataille d'Alger, mais du point de vue des Algériens. Donc, le film est retenu, il est à moitié financé par l'Italie, pas par la France, pour des raisons évidentes, et par l'Algérie. Arrive le tournage, on est en 1965. Le tournage commence. Pontecorvo a des problèmes. Il propose de recruter de grands acteurs. Et là, il y a une très belle phrase de Youssef Saadi qui lui dit, si j'arrive à la retrouver, qui lui dit « Si vous prenez une star, par exemple, si vous mettez Paul Newman, personne n'y croira. C'est-à-dire que si vous mettez un acteur très connu, cette histoire deviendra de la fiction, alors que lui, il veut que cette fiction devienne de l'histoire. » Donc, le premier écueil pour Pontecorvo, c'était de trouver des acteurs algériens. Il n'en avait pas. Donc, Youssef Saadi, qui est à la fois le co-scénariste et le véritable héros de cette guerre, joue son propre rôle dans ce film-là. Et vous imaginez le décloisement pour les Algériens entre l'histoire et la fiction. C'est le premier malentendu. C'est le premier malentendu qui impacte fortement les imaginaires algériens. La deuxième anecdote qui est extraordinaire, c'est que le jour même du tournage, alors que Pontecorvo aligne des Algériens et des Allemands qui étaient touristes habillés en militaires français, arrive un colonel algérien, Houari Boumediene, qui fait un coup d'État. Et donc, les décors du film, avec les tanks, servent au coup d'État dans la réalité. À la fois pour le film et à la fois pour le coup d'État. Et vous avez le deuxième décloisonnement entre la fiction et la réalité. Des personnages qui jouent des personnages torturés dans le film avaient été réellement d'abord torturés par des Français et des étudiants qui avaient été torturés par les nouveaux putschistes qui les comptabilisaient sur le compte de l'Ancien Régime. Donc vous avez des étudiants qui devaient jouer des torturés qui avaient été arrêtés la veille du tournage et qui avaient été torturés. Troisième décloisonnement entre la fiction et la réalité. Arrive maintenant le problème de l'acteur principal, le héros de la guerre, de la bataille d'Alger, Ali Lapointe. Ali Lapointe, c'est un héros de guerre algérien, mais
qui a été un peu libéré et exfiltré de la complexité algérienne. Ali Lapointe, dans la réalité, était un proxénète, c'était un délinquant, c'était un bandit des rues, c'était un bandit de la vie urbaine d'Alger. Il est interdit de le dire maintenant. Dans le film de la bataille d'Alger, il est présenté comme un boxeur et un artisan. Donc il fallait revoir un petit peu la littérature et la complexité et la réalité de l'histoire algérienne. Donc, on cherche quelqu'un qui lui correspond. Arrive, et c'est une histoire vraie, passe quelqu'un qui est très beau, beaucoup de charisme, très jeune, corps musculaire, dans la beauté fanonienne, c'est-à-dire la beauté du muscle, la beauté du corps. Et donc, passe cet homme qui était un serveur, Pontocorvo dit, c'est lui. Donc on le prend et on commence à lui expliquer qu'est-ce que l'histoire algérienne et qu'est-ce que la bataille d'Alger, parce qu'il ne le savait pas. Et on remarque qu'il ne peut pas parler, il n'aligne pas des phrases. Et pour moi, c'est une incarnation et c'est une anecdote magnifique sur l'histoire algérienne quand elle devient une autofiction. Pendant tout le film, il ne fera que bouger des lèvres. Il ne peut pas parler, donc on fait un travail de post-synchronisation pour le faire parler. Et pour moi, c'est comme écrivain, il y a là une matière de fable extraordinaire. Celui qui devait incarner le héros algérien est lui-même doublé par une voix qui n'est pas la sienne. Et on est dans l'absolue fiction algérienne. Donc cet homme-là tourne le film, il devient un héros. La suite, lui, il a un nom, il s'appelle Brahim Hadjadj, mais à partir de ce film-là, il refusera de répondre à son prénom. Quand les gens l'appellent dans la rue en lui disant « Monsieur Brahim », il ne répond pas. Il répond uniquement au prénom de Ali Lapointe. Il devient Ali Lapointe. Il s'incarne comme Ali Lapointe. Par la suite, et ça c'est aussi de la matière pour un romancier, il va tourner l'arabe dans l'étranger de Visconti. Ce sera lui, l'arabe dans l'étranger de Visconti. Et il aura ses rôles un peu partout, jusqu'à les années 90, où il finit pauvre et oublié. C'est un gardien dans une école et il se fait quasiment tuer par le début du terrorisme islamiste. Et cet homme est une incarnation réelle. Et pour moi, c'est l'anticorps, au sens pas médical, mais au sens historique, de l'épopée algérienne. On passe du héros à celui qui est totalement oublié, malade, amputé quasiment de la jambe, et qui est tué par la Deuxième Guerre d'Algérie. C'est un homme très particulier, c'est un homme qui a été interdit de sortir d'Algérie. À un moment, on lui a proposé un rôle à Hollywood avec Marlon Brando. Et donc, les autorités algériennes, à l'époque, on avait des visas dans l'autre sens. On avait ce qu'on appelle des autorisations de sortie. Pour quitter l'Algérie, il fallait une autorisation. Donc, lui, il avait été interdit. Le régime voulait le figer et le congeler dans cette incarnation du héros algérien. Le film, par la suite, a eu un retentissement mondial. Il est vu partout, et les Algériens, surtout partisans de la rente décoloniale, aiment bien dire qu'il est projeté au Pentagone, il est projeté en Israël par Tzahal. Il a été projeté dernièrement dans certaines universités américaines dans le cadre des solidarités avec ce qui se passe à Gaza, etc., etc. Et il est présenté comme étant un des manuels de l'insurrection, ce que Pontocorvo a nié en disant que, pour lui, pardon, je cite, alors, on attend de trouver la citation, beaucoup de malentendus. Alors, est-ce une leçon tactique ou une leçon esthétique? Gilles Pontocorvo répond sans embâche. La bataille d'Alger n'apprend pas à faire la guerre, mais plutôt à faire du cinéma. Aucun film n'apprend aux spécialistes à faire quelque chose. C'est juste un film de 2 heures où un officier n'apprend rien, même s'il peut saisir un peu l'odeur du moment. Mais ça reste que c'est un film iconique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là? C'est que, du point de vue cinématographique, l'Algérie a été portée au premier rang. Donc on est dans une sorte d'esthétique de la révolution algérienne, de la guerre d'indépendance, qui est maintenant mondialement connue et exposée. Ça a créé une autofiction dans le sens où beaucoup d'Algériens croient que les choses se sont passées de cette manière-là. Alors que la réalité est que c'est un film qui a construit une fiction. Par exemple, les chefs de la bataille d'Alger ont été totalement effacés dans ce film. Je parle de Karim Belkacem, entre autres. Ils ont été, parce qu'à l'époque de la guerre, il y avait des guerres fratricides. Donc certains chefs avaient été tués. La parité est d'ailleurs respectée sur les 6 chefs fondateurs du FLN. 3 ont été tués par les Français et 3 par les Algériens. C'est toute la dramaturgie algérienne. Donc les chefs ont été expurgés. On est dans la méthode stalinienne, quand quelqu'un tombe en disgrâce, on l'efface du récit national. La deuxième des choses, on présente surtout un manichéisme absolu. Il y a les Algériens qui sont arabes et il y a les Français qui sont français. D'ailleurs, Pontocorvo raconte cette histoire que je trouve sublime. Vous savez, cet homme-là, ce général français incarné,
jouait, c'était le seul acteur professionnel du film. Donc il jouait dans ce film-là, et Pontecorvo le regardait en disant « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Donc ils ont refait, selon les témoignages, la scène à plusieurs reprises, et à un moment, Pontecorvo se tourne, voit un des chefs opérateurs avec lui avec des lunettes noires, il enlève les lunettes, il les donne à l'acteur qui les met. Parce que le monstre, celui qui torture, la machine occidentale, ne doit pas avoir de regard. Et à partir de ce moment-là, on a cette figure-là d'un général français sans regard, c'est-à-dire sans humanité, et qui incarne l'Occident immoral. La deuxième des conséquences, c'est qu'on a installé aussi un moralisme de l'histoire algérienne. D'un côté, il y avait les victimes qui étaient torturées et qui résistaient, et de l'autre côté, il y avait la France, c'est-à-dire l'Occident, qui torturait et donc immoral. On a réparti un petit peu les rôles. La bataille d'Alger a observé la participation de jeunes communistes algériens juifs. Dans ce film-là, il n'y a aucune trace de tous les Français algériens qui ont aidé à la bataille d'Alger, parce que ça n'obéissait pas au manichéisme de l'histoire. Donc l'un dans l'autre. Et le pire, c'est qu'un des chefs de la bataille d'Alger était l'acteur de la bataille d'Alger. Et la moitié des figurants de la bataille d'Alger étaient des gens qui avaient vécu la bataille d'Alger. Et les gens qui sont venus pour offrir leurs services gratuitement pour figurer avaient eux-mêmes participé à la bataille d'Alger. Ce décloisonnement de l'histoire, cette fictionnalisation de l'histoire n'a pas été sans conséquence sur les imaginaires par la suite. Elle a installé une vision qui n'est pas réelle, une vision simpliste de l'histoire algérienne, et elle a consacré une esthétique qui, malheureusement, même en Occident, on arrive à la consommer. Donc c'est ce que je voulais dire par la congélation et par l'autofiction. Elle fonctionne dans les deux sens. Elle fonctionne dans le sens occidental, où on croit la bataille d'Alger, racontée par ce film qui prétend être un documentaire, et elle est consommée par les Algériens qui croient que la bataille d'Alger s'est passée de cette manière-là. Donc c'est un peu cette fiction que je voulais raconter. La photo de Frantz Fanon, vous l'avez reconnu, Frantz Fanon a été pour moi l'inventeur, entre autres, admirable et génial, de ce que j'appelle moi la fanonisation du corps du décolonisateur. Le décolonisateur, c'est un homme musculaire, c'est un homme beau, c'est un homme qui a du charisme, c'est un corps qui s'oppose au corps décrépit du colonisateur. La bataille d'Alger instaure aussi une répartition du temps. Il y a une séquence qui est extraordinaire, c'est qu'on voit un clochard en train de jouer aux cartes, donc c'est lui qui perd le temps, et on voit le militant qui le frappe en lui disant « le temps est sacré, c'est le temps de la révolution ». On voit aussi des scènes qui sont fausses, où on voit un chef du FLN qui marie, je ne sais pas si j'ai la photo ici, un chef du FLN qui marie un couple. Dans la réalité, le mariage se fait par un religieux, par un imam ou bien par un maire. Et à l'époque, puisque les maires étaient français, algériens, donc ce n'est pas le responsable du FLN qui viendrait marier un couple. Dans ce film-là, on voit cette scène-là où un homme arrive avec une femme, il est marié par un chef du FLN. Donc c'est une même mise aussi sur la relation matrimoniale, la relation sexuelle, la légalité du couple lui-même. Autre chose, Pontecorvo avait insisté pour montrer des femmes en haïk, vous savez, le voile blanc. La plupart de ses contemporains algériens avaient refusé, parce que l'image que l'on voulait donner de la guerre de libération était une image, je vais oser un barbarisme, de gauche décoloniale, avec des femmes émancipées, alors que dans la réalité, l'arrière-pays, c'était autre chose. L'aspect religieux a été totalement évacué de la bataille d'Alger. Et là, j'en viens à quelque chose au deuxième récit. Alors, ce récit de la bataille d'Alger a été longtemps en mode, il a été imposé. Mais ce film n'a pas eu que ce seul malheur. En 1990 éclate la guerre civile en Algérie. La guerre civile en Algérie a fait 250 000 morts, au bas mot 1 million de déplacés. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, comme beaucoup d'Algériens. C'était avant les réseaux Internet, c'était avant qu'on pouvait filmer, c'était avant les images. Donc on n'a pas une idée sur la monstruosité de cette guerre et sur l'islamisme en armes qui a massacré dans ce pays-là. Et c'est inimaginable. Personnellement, je me souviens par exemple un jour, 1997, et c'est le sujet des prochains romans, on m'a appelé au téléphone, j'étais à la rédaction, et je vais à Relizane, à peu près à 250 km d'Oran. C'était un massacre de plusieurs tribus en une nuit. Il y avait à peu près 1000 à 1200 personnes tuées en une nuit. Et je suis arrivé sur place, j'ai fait le compte-rendu, j'étais avec un photographe de Reuters, et donc je retourne à Oran, j'écris mon article avec ce titre-là, plus de 1000 morts en une nuit du côté de Hatchikala. Et je me rappelle le matin quand je suis passé pour prendre le journal à la rédaction, le titre avait été changé par la censure le soir. C'était écrit des dizaines de morts. Mais le malheur, c'est que dans ma propre rédaction, personne ne me croyait.
Personne ne voulait croire que l'on puisse tuer 1200 personnes en une nuit. Et quand je dis tuer, ils ont tué les femmes, les enfants, les hommes, les vaches, les chiens, les poules, tout ce qui respirait. C'était au-delà du massacre, s'il y a un au-delà, c'était une sauvagerie encore plus grave, une névrose encore, une pathologie beaucoup plus grave. Il a fallu 10 ans pour que l'ex-chef du gouvernement avoue le chiffre en disant effectivement il y a eu plus de 1000 morts, mais on ne pouvait pas le dire. Et tout ça pour vous dire que la deuxième guerre d'Algérie était une guerre qui est très floue, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été étudiée pour le moment. On se focalise toujours sur la première guerre. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'à partir de 1990, le film La bataille d'Alger, qui était projeté en Algérie quasiment 2 fois par an, n'a pas été projeté pendant 10 ans. Pour une raison très simple, qui est intuitive, qui est monstrueuse et qui est non dite. C'est que les premiers islamistes avaient pris les maquis des anciens vétérans. Donc, ils les ont remplacés, ce qu'on appelle chez nous la montagne. Donc tout le réseau de ceux qui ont combattu la France a été investi par les islamistes, les grottes, les maquis, les forêts. L'armée ne pouvait pas les déloger. Donc ils ont fait appel aux vétérans algériens de la guerre de décolonisation qui, eux, avaient pris l'autre rôle, quasiment français, pour pouvoir lutter contre les islamistes. Et à Alger, on avait des bombes, on avait des paniers, on avait des femmes qui glissaient des paniers dans les bars, etc. Et la bataille d'Alger était rejouée, mais dans l'autre sens. Ce pourquoi on a cessé de diffuser le film La bataille d'Alger pendant une décennie. Parce que malgré lui, il prenait un autre sens pervers, un sens difficile et un sens monstrueux et inacceptable. L'autofiction devenait un piège. On fonctionne sur ça. Maintenant, j'arrive à la dernière partie. Je n'ai pas dépassé. Donc, à la dernière partie de cette conférence. Le récit sur la bataille d'Alger n'a plus le monopole du récit sur la décolonisation en Algérie. En Occident, on parle toujours de la guerre d'Algérie à partir de ces archives-là, de la guerre du FLN, de cette représentation permanente de l'acte de décolonisation. Mais la réalité qui échappe à beaucoup, et j'en suis frappé, je suis bilingue, j'ai cette chance de lire et d'écrire en arabe et en français, c'est que depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a un mouvement en Algérie de révisionnisme religieux du récit décolonial. C'est frappant, c'est monstrueux, mais c'est très bien calculé. Le mouvement islamiste a compris dès le début qu'il ne pouvait pas gagner la guerre de légitimité en Algérie s'il n'avait pas la main sur le récit de décolonisation. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont combattu contre la France. L'armée est plus âgée que le pays. L'armée algérienne est née avant l'Algérie. Donc elle a un droit d'aînesse sur le pays. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas la combattre. Elle est dans une position de tutorat et de sécurité. Nous protégeons ce pays contre lui-même. Arrivent les islamistes, ils font une guerre de 10 ans. Militairement, ils ont perdu. Idéologiquement, ils ont gagné. Et c'est à partir des années 2000 qu'ils avaient compris que le seul moyen d'acquérir le pouvoir, c'était de revisiter le récit de décolonisation, mais d'un point de vue religieux. Et depuis ces années-là, il y a toute une littérature qui monte, qui transparaît dans le manuel scolaire, dans la littérature, mais qui ne transparaît pas dans les traductions. Quand j'arrive dans vos pays, je suis frappé par le fait qu'on parle encore de Fanon, du FLN, des Black Panthers et d'autres, alors qu'en Algérie, les jeunes sont biberonnés à des récits qui sont différents. Je vais vous parler peut-être de ces citations qu'on trouve un peu partout dans le manuel et dans la littérature. Si vous entendez le crépitement des balles dans ma tombe, sachez que je lutte encore contre la France. C'est un cheikh de la résistance dite traditionnelle, Bouamama, au XIXe siècle. C'est ce genre de littérature qu'on retrouve un peu partout maintenant en Algérie. L'histoire du voile, par exemple, c'est une instrumentalisation très habile des mêmes arguments. On est en mai 1956, il y a eu des campagnes de l'armée française. N'êtes-vous donc pas joli, dévoilez-vous. Le même argumentaire est repris par la suite par la propagande islamiste en France et en Algérie pour dire se voiler, c'est résister. C'est préserver une authenticité et une identité. Se dévoiler, c'est être français. Et c'est les mêmes argumentaires et c'est assez frappant de voir comment les jeux de rôle sont un peu repris par la suite. Alors, en 2019, il y a eu une rupture politique en Algérie, on appelle ça le soulèvement, le hirak, le mouvement, je traduis littéralement. Et là a naquit un mouvement qui s'appelle Badissia Novembaria. J'explique, un mouvement badissien novembriste. Novembre, à cause du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération. Et Badissia en référence à un théologien des années 40, qui était
dirais pas un islamiste, c'était un musulman, mais qui était très actif, peut-être un peu proto-frère musulman de l'époque, etc. Depuis peu, une grande littérature en Algérie, dans la presse, dans les champs éditoriaux, raconte l'histoire algérienne d'indépendance comme étant une histoire religieuse, une croisade. D'un côté, Ibn Badis, ce théologien qui lui-même était sur des positions très tièdes sur l'indépendance, parce qu'il ne voyait pas l'utilité, et donc qui est maintenant présenté comme étant le père de la guerre d'indépendance. Et avec lui, toute une littérature islamiste qui est en train de se greffer sur le récit de décolonisation pour présenter la guerre d'Algérie comme étant une guerre religieuse. Ça a deux bénéfices. Le premier, c'est que les islamistes acquièrent de la légitimité politique en disant que nous avons fait la guerre pour préserver l'identité algérienne, arabe et musulmane. Et la deuxième des choses, c'est de continuer leur jeu d'échecs politique à l'intérieur de la France, notamment en Occident et surtout vis-à-vis de l'Algérie. Donc le bénéfice, il est double. Vous allez me dire, c'est anecdotique, ce n'est pas le cas. Les éditoriaux, par exemple, actuellement, dans de grands journaux comme Chourour et d'autres, ils vous parlent du 1er novembre, non pas comme un appel à l'indépendance, mais un appel au djihad, un appel à la purification du pays de tout ce qui n'est pas algérien et musulman. En 2022, un ex-ministre des Affaires religieuses, président du Haut Conseil musulman en Algérie, déclare, et cette phrase je l'avais reprise à l'époque, on ne peut pas être algérien si on n'est pas musulman. En 2016, il y avait des rues qui étaient baptisées au nom de Français algériens qui étaient pro-FLN. Yvetot, par exemple, à Oran, le seul et le premier guillotiné. Arrive un conseil municipal qui était de couleur très islamiste, ils ont commencé à enlever les noms des rues avec des noms français. Parce que c'est une histoire maintenant qui n'est pas une histoire plurielle, c'est une histoire qui a été purgée et purifiée. Donc tout ce qui porte la trace d'autrui, juifs, français, pro-FLN ou pro-algériens, sont exclus. On en arrive même en 2019, une dépêche de l'agence officielle de presse algérienne qui publie un hommage à ces Français qui ont pris part à la guerre d'Algérie en les qualifiant d'amis de l'Algérie. Leurs familles ont fait une lettre en disant qu'ils ne sont pas amis de l'Algérie, ils sont algériens, ils sont morts pour ce pays-là. Donc ils ont la nationalité algérienne, sauf que dans le cadre de ce récit, on les présente comme étant des amis de l'Algérie. Il y a un révisionnisme qui s'opère de plus en plus actuellement depuis une dizaine d'années dans le récit décolonial, qui était le monopole du régime politique, mais avec l'âge, avec la perte des moyens financiers et de clientélisation de la société, ce récit devient le récit d'une croisade. Et la jonction éditoriale est très rapidement faite. Quand je lis jusqu'à avant-hier des éditoriaux sur ce qui se passe en France, la France est qualifiée d'un pays judéo-chrétien par rapport à l'Algérie qui est musulmane. Donc on est toujours dans le retour d'une sorte de manichéisme religieux pour resacraliser l'épopée de décolonisation comme étant une épopée religieuse et avoir un impact et un bénéfice actuellement pour pouvoir avoir la main sur les communautés algériennes qui sont en France notamment. Je sais que c'est très difficile de croire, ou peut-être de le suivre. Il faut une maîtrise de la langue arabe pour pouvoir accéder aux champs éditoriaux publiés en langue arabe et voir cette transformation incroyable du récit décolonial. J'avais lu et entendu dans des forums algériens de jeunes qui, quand ils ont vu le film de la bataille d'Alger, s'indignaient en disant « Mais comment peut-on vaincre la France avec des femmes non voilées? Comment quelqu'un peut marier un couple s'il n'est pas lui-même imam? Comment une femme algérienne peut aller dans un bar, même pour déposer un panier avec une bombe? Comment peut-on le croire? Comment peut-on le faire? Et ce film-là, qui était à l'époque un récit iconographique fermé, est devenu un récit iconographique contesté. Ça m'a donné même à un moment l'idée d'écrire la bataille d'Alger avec les 7 erreurs de la bataille d'Alger, c'est-à-dire les femmes non voilées, des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui ne font pas la prière et qui ont combattu la France, qui est scandaleux aux yeux d'un islamiste type, etc. Donc ce récit qui était iconographique pendant des décennies ne l'est plus. Il passe à la trappe. Et vous voyez cet acteur-là, entre parenthèses, qui est Youssef Saadi, arrêté par les Français, réellement, à cet âge-là, et le même Youssef Saadi en papillon quelques années plus tard. Il y a des guerres qui finissent bien pour certains. Et donc, vous voyez aussi le poids de cette phrase que je trouve iconique, Youssef Saadi, qui n'est pas un intellectuel mais un combattant, qui dit à Pontecorvo, qui lui a proposé de mettre Paul Newman comme acteur principal de ce film, il dit, et je trouve ça comme le résumé du programme politique de l'histoire imaginaire, si vous mettez Paul Newman, personne n'y croira. Et je trouve cette phrase extraordinairement juste et extraordinairement précise.
parce qu'il avait l'instinct du combattant. Il avait compris que le but, c'est de faire de la fiction un documentaire et donc la preuve d'une réalité. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'autofiction. Nous avons maintenant des générations en Occident qui croient que la guerre s'est passée ainsi, et nous avons des Algériens qui croyaient que la guerre s'est passée ainsi, avant qu'un jour, on va leur donner des barbes et des croyances. Je n'ai pas dépassé le temps? Non. Alors, juste quelques points. À quoi sert la France en Algérie? Parce qu'il faudrait bien que je réponde à la question que j'ai proposée. D'abord, quelle France? Dans la littérature très hypernationaliste et patriotique et patriote algérienne maintenant, il ne s'agit pas de la France actuelle. Il y a deux acteurs qui sont mis en avant. Soit l'extrême droite française, parce qu'elle correspond à la logique exclusive et radicale de l'autre côté, soit toute la littérature du XIXe siècle, très colonialiste, sur la supériorité de l'homme blanc, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la nuance, de l'universalisme, de l'humanisme est exclu dans cette littérature. On ne publie que des textes du XIXe siècle qui parlent de l'infériorité de l'arabe, du noir, etc., etc. Donc ça permet aussi la remobilisation religieuse, la France étant un État laïque dit chrétien par les islamistes. La laïcité, c'est le principal ennemi des islamistes maintenant. La France est détestée non pas parce qu'elle fait des choses bien et des choses mal, mais aussi parce qu'elle incarne la laïcité. Et c'est un combat permanent. L'enjeu des traductions est important. Si vous êtes capable de lire l'arabe, vous allez comprendre que les mots ont glissé de sens. Féministe signifie quasiment prostituée, dévergondée ou débauchée. Laïque, ça signifie anti-musulman. Islamophobe, qui est composé de peur de l'islam, est traduit littéralement en deux mots, karahiyat al-islam, détestation de l'islam. Donc il y a beaucoup de mots qui sont traduits en fonction des besoins idéologiques, et ça c'est classique dans les mouvements fascistes. La France permet aussi la jonction avec le sentiment anti-juif et anti-israélien. Dans les circonstances dramatiques d'aujourd'hui il y a eu un glissement, comme le disait un chercheur universitaire américain, où le juif qui est passé quand même de la victime de l'Occident à une incarnation de l'Occident vis-à-vis des cercles, des élites intellectuelles très conservatistes dans le monde qu'on appelle arabe. La France permet une union sacrée. Vous savez, c'est une pratique, s'il y a des Algériens dans la salle, elle est courante. Les berbéristes ne s'entendent pas avec les régionalistes d'autres régions, les islamistes ne s'entendent pas avec les laïcs ne s'entendent pas avec les progressistes, qui ne s'entendent pas avec les communistes, qui ne s'entendent pas avec les hypernationalistes, ni avec les vétérans. Mais il suffit que Macron dise une phrase et tout ce beau monde est uni. La France est fondamentale. Nous avons une souveraineté excentrée. La France nous est nécessaire. Elle permet l'union nationale et sacrée. La France permet aussi de bloquer le débat sur l'identité. Qui sommes-nous, Algériens? La définition la plus simple, c'est que nous sommes le contraire des Français. À partir du moment où les Français sont là, nous sommes le contraire. Nous nous définissons comme étant les opposés aux Français. Nous n'avons pas une définition claire et acceptée et consensuelle de l'algérianité en dehors du schéma de la guerre et de l'opposition à la France. C'est cruel et dur de le dire, et ça me vaut beaucoup d'insultes, mais c'est la réalité. Nous nous appuyons sur un ennemi nécessaire. À partir du moment où il va se dérober, nous tombons. Nous sommes incapables, d'ailleurs je suis incapable d'expliquer l'Algérie quand je sors de la France. C'est très difficile. Alors, la France sert aussi à baliser le débat sur la sexualité et le droit au corps, le droit à l'orgasme. Qu'est-ce que la liberté sexuelle ou le droit de disposer de son corps? C'est une atteinte française, néocoloniale, à l'identité et l'authenticité algérienne. Les grands débats sur la modernité, sur la sexualité, sur les droits des femmes sont bloqués par une confusion de ces débats avec l'héritage occidental et surtout français. Si vous vous dévoilez, c'est-à-dire que vous devenez traître à vos pères, à vos aînés, aux gens qui vous protègent, à votre culture, à votre authenticité. Et les mêmes arguments sont repris par la suite en France. La France sert aussi à bloquer le débat sur la modernité. Qu'est-ce que la modernité? C'est l'occidentalité. Et à partir du moment où c'est l'occidentalité, c'est la colonisation. Et à partir du moment où c'est la colonisation, donc on la rejette. Et les hypernationalistes et les conservateurs et les islamistes utilisent énormément ce raccourci, cette métaphore de condensation, qui fait que lorsqu'on parle de modernité, on est accusé d'être un occidental ou un pro-occidental, ce qui est pire. Elle sert aussi à bloquer le débat sur l'universalité. L'universalité étant l'occidentalité, donc on la rejette. On ne l'accepte pas. Il n'y a pas de débat sur l'universalité. On plaide pour la radicalité, pour l'identité et pour le particularisme. Il est tout à fait scandaleux
qu'un pays occidental puisse parler d'identité sans être dans le racisme, mais il est authentiquement admirable de parler de la particularité dans nos pays, parce que c'est la preuve de notre authenticité. Donc on dédouane un peu la chose. Qui sommes-nous? Nous sommes le contraire de la France, une définition par défaut, une souveraineté excentrée, je l'avais déjà dit. Et la France sert aussi de champ de fantasme et de mobilisation. Quand je lis la presse dans les deux pays, un policier français tire sur une femme voilée qui apparaissait menaçante dans un métro, c'était au sud de la France. Je ne suis pas en train de juger de la valeur je ne suis pas enquêteur. Je lis le même titre traduit dans l'autre sens. La police tire sur une femme voilée dans une ville française. Est-ce que l'information est fausse? Non. Mais elle est conditionnée. Elle est conditionnée par un aura, par un environnement. La France est anti-musulmane. Elle tire sur une femme voilée. La plupart des échecs de communication institutionnelle française sont dus à la traduction. Les textes, les rapports, par exemple le rapport de Stora n'a pas été traduit à temps. Les discours politiques français ne sont pas traduits à temps en arabe. Et la propagande islamiste s'installe dans cette latence pour vendre leur propre discours. Et après, quand on intervient pour corriger, c'est déjà trop tard. Alors, on en arrive au dernier point. C'est la définition du traître. Le harki, le binational, le francophone, la langue française, l'immigré. La France permet aussi d'identifier ce socle de l'orthodoxie qui est le traître. Le traître est essentiel pour la définition de la souveraineté algérienne et du nationalisme algérien. Le traître a différentes formes. Le harki, c'est-à-dire le supplétif de l'armée française, et l'insulte qu'on oppose toujours aux opposants en Algérie, c'est d'être un harki, c'est-à-dire un traître. Et ça touche par extension des domaines de pratiques linguistiques. Un francophone est supposé être un traître, par définition. Le binational, on parle maintenant de l'actualité française où un candidat, plutôt maintenant un député, qui interdirait des fonctions supérieures aux binationaux, c'est une pratique en Algérie depuis 2016. La plupart des fonctions, sinon la quasi-totalité, sont interdites aux binationaux. Donc le seul lien humain entre les deux pays capable de faire le lien économique, de savoir-faire, de compétences, est exclu à cause du champ d'hypernationalisme. Et le rapport aux immigrés, il est ambigu. À la fois, on les somme dans une sorte de conflit de loyauté à se montrer plus algériens que les Algériens, et de l'autre côté, on leur dit que fondamentalement, vous êtes partis, vous êtes des traîtres. Il y a un conflit de loyauté permanent avec une obligation de trancher dans le rêve du retour, on en parlera. Et j'arrive un peu à la fin, donc la structure triadique de la trahison, le traître, moi, le trahi, c'est-à-dire le pays, et à qui cela profite, le bénéfice. Et puis il y a le lien. La trahison possède toujours une fonction transformatrice, parce que seul quelqu'un qui possède les deux langues peut un peu plus ou moins faire le va-et-vient et expliquer un peu ces deux cultures cloisonnées. La trahison en Occident permet la crucifixion et donc la résurrection, et donc quelqu'un qui revient. Le traître accepte de porter la part maudite de son pays. Et je finis sur cette phrase, si traduire, c'est trahir, cela veut évidemment dire que trahir, c'est aussi traduire. Merci. Merci Kamel Daoud, avec une grande finesse et délicatesse, vous avez su équilibrer les digressions, les divagations qui sont le territoire de l'auteur, de l'écrivain, avec une synthèse tout à fait convaincante sur le temps suspendu, gelé, algérien, ainsi que la fabrication de cette autofiction. Nous avons une quinzaine de minutes maintenant pour les questions que vous pouvez poser en français ou si vous préférez en anglais, il y a la traduction disponible. Ah, et est-ce que vous pouvez attendre l'arrivée des micros, s'il vous plaît, parce que... oui. Je pense qu'il y a une question ici. Ensuite, en haut. L'enregistrement, il vaudrait mieux attendre le micro si ça vous gêne pas. Un micro de dépannage arrive.
On va essayer. Ah oui, ça marche beaucoup mieux comme ça. Bon, merci beaucoup pour votre brillante intervention. Je suis binationale, je suis marocaine, mon nom de famille c'est Daouda, donc nous sommes presque voisins. Et je tenais tout d'abord à confirmer tout ce que vous dites sur la question de la différence entre les traductions, donc ce qu'on entend d'un côté et ce qu'on entend de l'autre. Et j'aurais voulu vous demander ce qui est fait au niveau du devoir de mémoire en Algérie, parce qu'en France, on parle beaucoup de la violence de la France en Algérie. Est-ce qu'en Algérie, on parle des victimes civiles européennes, par exemple? Quand moi j'étais à l'école, on entendait encore parler de la valise ou le cercueil. Maintenant, on n'en entend plus parler. Et c'est presque devenu un tabou de dire qu'il y a eu des violences contre des civils juste parce qu'ils avaient la mauvaise couleur de peau, la mauvaise origine ou la mauvaise religion. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait tout particulièrement au niveau des jeunes en Algérie pour recréer ça? Et quel lien vous voyez entre cet oubli des complexités de la violence et les discours qu'on entend maintenant dès qu'il y a des émeutes dans les banlieues, assez à cause de ce que la France a fait en Algérie, il y a ce passé colonial qui revient. Et voilà, donc j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de ces questions du devoir de mémoire de chaque côté. Merci beaucoup. Je réponds? D'accord. Alors, je pense que dans les territoires où il y a une fétichisation de l'histoire, il n'y a pas d'enseignement de l'histoire dans sa complexité. L'histoire, elle est là comme récit de légitimation politique idéologique. Donc c'est un instrument de remobilisation, ce n'est pas un instrument de connaissance. Franchement, je vais être très méchant, entre historien et écrivain, j'ai choisi d'être un métier sérieux, c'est-à-dire écrivain. Très difficile d'être historien dans des pays où l'histoire, elle est encore une rente, elle n'est pas encore un instrument de connaissance. Donc ce dont vous parlez, cette complexité, elle n'est absolument pas enseignée, elle ne sert pas dans ce cas-là. C'est pour ça que quand on m'a appelé officieusement pour donner mon avis sur les travaux de rapprochement entre les commissions d'historiens algériens et français, j'étais pour Stora, que j'admire énormément. Mais je leur disais, je trouve ça quand même étonnant que l'on puisse chercher un récit consensuel au sommet, alors que la totalité des manuels scolaires algériens enseignent autre chose. Qu'avons-nous à réconcilier des historiens quadras si, dans une génération, on aura les mêmes qui pensent autrement? La réforme, elle viendra des manuels scolaires. Et là, c'est quelque chose de très difficile. La mainmise politique, elle est là, idéologique, et pas uniquement islamiste et conservatrice. Donc l'enseignement de l'histoire dans sa complexité, il ne faut pas en rêver. Je suis né dans un pays où le manuel d'histoire, je l'ai lu avec 40 pages qui manquent au début. Je ne savais pas. L'histoire a été FLNisée. On ne parle pas des autres occupations ottomanes, qui maintenant sont sublimées à cause du rapprochement avec la Turquie. On ne parle pas des Espagnols, on ne parle pas des Romains, de l'héritage juif algérien. Tout cela est exclu. Donc cette complexité est évacuée de l'histoire algérienne et elle produit ce que j'appellerais une zombification de l'histoire. C'est-à-dire une histoire zombie qui n'est pas réelle. Maintenant, le débat en France est autre. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je crois que la réconciliation est un acte solitaire. Je crois que la France devrait mener un travail sur son histoire, mais vis-à-vis des Français qui viennent d'ailleurs. Elle doit restaurer rétrospectivement sa pluralité. La France a besoin de se réparer. Hypothéquer les chances de cette entreprise en bilatéralisant, c'est aller vers l'échec. Il y aura toujours une surenchère. Nous sommes un pays très jeune avec des dirigeants très vieux. La France est un pays très vieux avec des dirigeants très jeunes. Ça ne peut pas matcher. Et il y a autre chose, les besoins de l'histoire ne sont pas les mêmes. La France a besoin de se réparer parce que son histoire plurielle a été communautarisée. Les islamistes, ils ont joué sur la mémoire coloniale de la France pour récupérer de la clientèle. L'extrême gauche le fait. On ne doit pas faire de politique. Je ferme la parenthèse. Et de l'autre côté, la fonction de l'histoire en Algérie, c'est une autre fonction qui est totalement différente. On ne peut pas... Il y a cette photo que vous voyez là, que je trouve extraordinaire, c'est que pour faire campagne en Algérie, campagne électorale, voici le manuel. Il faut être anti-français durant toute la campagne et puis aller en France pour recevoir la légitimité. Ça se passe ainsi entre colons et colonisés et dans des histoires d'amour. Et ce sont des rapports qui sont différents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en France? J'en parle en profane. C'est vrai qu'il y a une histoire niée, et le nier, refoulé, revient au visage. Il y a une instrumentalisation. Si la France républicaine ne s'occupe pas de récits historiques français pluriels dans sa tragédie, dans sa monstruosité, dans ce qui est sublime, d'autres viendront tirer le tapis vers eux. Et ça se passe comme ça.
Je me rappelle d'une phrase qui a été dite le jour où un des présidents français a convoqué les acteurs du culte musulman, enfin des cultes. La plupart sont venus, sauf ceux du culte musulman, qui ont dit « Nous n'obéissons pas à une convocation qui a les airs d'une convocation coloniale. » Et je me suis dit « C'est très habile. » Donc, la France a besoin d'histoire. En fait, nous sommes deux pays différents et liés. Un pays cultive l'hypermnésie, un pays cultive l'amnésie. Je finirai sur cette phrase pour l'Algérie, que je cite souvent parce que pour moi elle est iconique, c'est Funès sur la mémoire, une nouvelle de Borges, et qui disait cette petite histoire, comme toutes les histoires de Borges, sur cet homme qui ne pouvait rien oublier, et qui se souvient de tout. Et à un moment, il vivait reclus, enfermé, parce qu'il ne pouvait rien oublier. Et cette phrase, elle dit quelle est la tragédie monstre de la mémoire. Il disait, il pouvait se souvenir d'une journée entière, mais cela lui prenait une journée entière, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas. Il y a deux questions au fond. Pardon. Bonjour, merci énormément pour cette conférence. Alors je vais essayer d'être clair parce que en fait ça m'évoque beaucoup de questions. Je vais essayer de ramener à une. Il y a quelque chose qui me trouble un peu, c'est la manière dont l'instrumentalisation des récits s'inverse pour servir les mêmes stratégies, mais en inversant les arguments en France aujourd'hui et, d'après ce que vous avez dit, en Algérie. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se dit en Algérie, je connais vraiment assez mal. Mais les arguments que vous avez montrés comme étant enfin, la mythologisation du passé à des fins politiques, que vous avez démontré comme étant le cas en Algérie, une inversion de cette mythologisation abusive et néfaste en Algérie, comme vous l'avez décrite. Pardon, j'ai en fait juste... Vous voulez dire qu'elle fonctionne aussi dans notre sens pour la oui, France? elle fonctionne à l'envers en France et à plein tube quoi, en ce moment. Je suis tout à fait d'accord, coup, sauf que j'ai été invité ma question, pour parler de l'autre... Oui, c'est stratégiquement au niveau des discours politiques, parce que je pense aussi que l'histoire est toujours mythologisée. Il y a des moments où il faut peut-être mythologiser certains aspects pour défendre une cause ou pour opposer un racisme qui est complètement assumé et généralisé en France aujourd'hui, par exemple. Et est-ce qu'il n'y a pas des besoins, par exemple, oui, enfin, dans le discours occidental, par exemple décolonial, d'essayer de combattre le racisme, pas au mépris de la vérité historique, parce que par exemple, moi je ne sais pas de quels décoloniaux vous aviez en tête, mais j'en entends en France par exemple qui sont les premiers à dire que l'identité musulmane a été séparée et construite comme distincte de l'identité juive, y compris en Algérie, au Maroc, sous l'effet de la colonisation et dans une logique qu'on connaît bien de créer des divisions afin de les instrumentaliser et de exercer une emprise. Pour votre question, s'il vous plaît. Oui. Donc, oui, je vais répondre rapidement. Je comprends ce que vous dites. Je comprends que mon argumentaire puisse être aussi transposé dans l'autre camp. Mais je pense que les culpabilisateurs de l'Occident sont beaucoup plus compétents que moi. Ils peuvent le faire, ils sont déjà très nombreux. Moi, je vous parle de l'autre géographie, dans l'autre sens, qui me semble être très peu connu. Et je suis quelqu'un, on me qualifie dans le décolonial, le postcolonial. À la limite, moi, je suis dans le post-décolonial, si je me permets cette redondance, parce que je comprends que mes aînés se sont voulus libérateurs, mais moi, je veux me libérer des libérateurs. C'est un peu mon programme de vie. Je veux aller vers l'individualité, vers la sacralité, vers la singularité, etc. Donc ce qui m'intéresse comme champ d'enquête, c'est les racismes dans mon propre pays d'origine.
C'est l'extrême droite. Pourquoi, dans cette répartition des étiquettes, on peut parler de l'extrême droite en Occident alors qu'elle existe dans des pays comme l'Algérie ou d'autres? Le racisme dur, l'exclusion, la judéophobie, n'en parlons pas, la christianophobie, le refus des différences. Nous ne pouvons pas, à mon avis, et ça je l'ai compris très jeune, changer en pratiquant du déni. Ce qui m'intéresse, c'est la confrontation et la lucidité avec le réel dans mon propre pays, au lieu d'être dans le commerce du transvasement de la culpabilité en disant c'est la faute de la colonisation. Une des expériences personnelles qui m'a le plus marqué, j'étais au Vietnam, je marchais sous la pluie et j'ai pleuré. Parce que pour une fois, je me suis dit, mais j'ai un corps. Je ne suis pas obligé d'imiter les morts dans mon pays pour pouvoir prétendre à de la valeur, à du respect. C'est un inversement de l'ordre qui est quand même poignant. Je suis obligé d'imiter les morts pour pouvoir dire que je mérite la vie. Et en allant dans ce pays-là, j'ai compris que le passé, il y a quand même un confort du trauma. La colonisation a été dure, mais elle n'était pas unique. La guerre par la suite a été dure, la guerre civile a été dure, violente, monstrueuse. Mais d'un autre côté, pourquoi entretenir le trauma? Je suis quelqu'un qui croit qu'il faut se souvenir, mais pas toujours. Il faut aimer, il faut désirer, et qu'il faut oublier, parce que l'oubli est une forme de bonheur parfois. Et donc dans tout ça, je crois que je suis plus appelé et convoqué à jauger et juger des miens pour ce qu'ils m'ont coûté dans ma propre vie, qu'à transvaser la culpabilité en disant tout va mal, c'est la faute de la France, c'est la faute de la colonisation, etc. Je ne crois pas à ce déterminisme de la douleur. Je suis né dans un village, toute ma famille n'était pas lettrée, j'ai appris tout seul, et des années plus tard, je suis à Sterling en train de vous parler. Il n'y a pas de déterminisme, il y a de la volonté. Merci beaucoup. Il y a une question juste derrière. Merci beaucoup pour votre conférence, c'était vraiment très stimulant. J'avais une question sur votre discours critique sur la postcolonialité, mais vous y avez en partie répondu. Donc ma deuxième question, ce serait plutôt sur la liberté académique en Algérie. Est-ce que vous pourriez revenir sur cela? Parce que peut-être un peu naïvement, depuis la France ou depuis l'Europe, on pourrait avoir tendance à penser que nos collègues des universités font un travail scientifique, qu'il soit en sciences politiques, en histoire ou en philosophie. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce qu'on pourrait dire que leur travail n'a pas la liberté académique ou est-ce que leurs méthodes ne sont pas les bonnes? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Je ne peux pas juger de la méthode des autres. Je ne suis pas universitaire. Mais par contre, je peux juger de leur souffrance, de leur manque de liberté, du contrôle, surtout depuis les dernières années. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a un effet étau entre deux grands poids morts et deux violences. Il y a d'abord l'orthodoxie du régime, c'est-à-dire celle des vétérans, et de l'autre côté, l'orthodoxie des islamistes, qui ont pris le contrôle sur le culturel, sur la justice, sur l'éducation, sur l'associatif, sur les médias et sur la production éditoriale en règle générale. Quand vous arrivez avec vos libertés académiques et votre revendication de faire des recherches, vous êtes quand même broyé entre les deux. Si vous touchez aux religieux, en fait, nous sommes coincés. Si vous parlez du ciel, il appartient à certains. Si vous parlez de la terre, elle appartient à d'autres. Et nous sommes entre les deux. Et les académiciens souffrent énormément. Le champ de la recherche n'est pas ouvert, surtout sur le domaine religieux et historique. La liberté n'existe pas. Il faudrait que l'on s'exile pour pouvoir pour exercer cette liberté et cette fonction. C'est une vieille histoire du monde. C'est-à-dire la France, il fallait être aux Pays-Bas à un certain siècle pour pouvoir écrire. Et maintenant, il faut être en France pour un Algérien pour pouvoir écrire ou ailleurs. Donc non, malheureusement, les libertés n'existent pas. Elles sont très limitées. Elles sont menacées, elles sont menaçantes pour l'intégrité physique de beaucoup. Les moyens ne sont pas là, le champ n'est pas ouvert pour les enquêtes académiques et universitaires. Les déplacements sont difficiles, il faut beaucoup d'autorisation. Vous n'imaginez pas le culte de l'autorisation dans un pays comme l'Algérie. Il faut de l'autorisation pour avoir un appareil photo, pour photographier un monument de l'extérieur, pour passer d'un point à un autre, pour sortir du pays, pour écrire. Par exemple, sur ce point de l'autofiction, il y a une loi, maintenant elle est pénale, elle n'est plus, au début elle était administrative, maintenant elle est pénale, c'est-à-dire que tout film sur la période de la guerre de libération doit avoir plusieurs visas, dont celui des vétérans de la guerre. On ne peut pas faire un film sur la guerre d'Algérie sans avoir le visa des vétérans de la guerre d'Algérie. Cela va jusqu'à l'imaginaire, sur la créativité, sur les libertés académiques. Donc non, si nous avions les libertés académiques, nous aurions pu avoir d'autres libertés, nous aurions pu avoir des pays libres. Et nous aurions rêvé de libérer nos pays au lieu de fantasmer sur la liberté de pays tiers.
Nous avons le temps peut-être pour une dernière question, ici. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste revenir, s'il vous plaît, sur la question de la bataille d'Alger en tant que le film. Et vous demander si je vous comprends bien, on ne peut pas mettre un jugement moral sur les œuvres d'art, les œuvres culturelles comme ce film. Mais je voulais juste vous demander si je vous ai bien compris, en fait, parce que voilà, vous parlez de cette rémobilisation de l'histoire. Qui vient aussi de l'aspect fictif donc de ce film voilà, qui a été fait juste après l'indépendance d'Algérie. Donc peut-on mettre le blâme en fait sur une œuvre culturelle comme celle-ci ou j'espère que non, ou si vous me permettez une analogie, dans les années 2005-2006, Simone Veil, dans une intervention, a dit le plus grand problème, ce n'est pas de ne pas parler de l'Holocauste, mais d'en parler mal. Enfin, je paraphrase. Mais donc, est-ce que dans ce cas-là, vaut-il mieux ne pas parler de cette histoire, ou peut-on comprendre cette fictionnalisation de ce moment? Voilà, c'est une question un peu peut-être qui pousse les boundaries a little bit. Voilà, mais merci. Écoutez, je pense qu'il y a confusion. Moi, j'ai parlé de l'instrumentalisation de la chose. Le jugement moral est celui de l'écrivain. Donc, il y a deux choses. Est-ce qu'on doit interdire? Bien sûr que non. Sauf que j'ai parlé de deux choses. C'est que ce film a consacré une orthodoxie qui a empêché d'autres libertés. La deuxième des choses, c'est qu'il a consacré une fiction comme étant une réalité. C'est pour ça que j'ai commencé par cette phrase iconique de Youssef Saadi. Si on prend Paul Newman, personne ne va y croire. Dès le début, il y avait une entreprise de faire passer la fiction et donc de détruire ontologiquement la notion de fiction. En arabe, on dit khayal, c'est-à-dire la fiction a le statut de l'ombre. Je trouve la traduction, elle est violente. Donc, il y a cette volonté-là. Et j'ai parlé aussi de ces petites coïncidences. Quand cet homme-là, celui qui est sur la droite, ma droite, et a fait le coup d'État contre le président qui est sur sa gauche, ça s'est passé le jour du tournage du film. Pour moi, c'est une matière extraordinaire qu'il y a un usage de la fiction qui ne tolère pas la fiction, justement. Et donc, c'est un peu ce jeu-là qui me fascine. Il y a un usage de la fiction avec une volonté de consacrer la fiction comme une réalité par la suite. Au fait, il y a une phrase que je répète souvent quand j'écris. Vous savez, cette phrase iconique, un film imaginaire inspiré de faits réels. L'Algérie est un fait réel inspiré de faits imaginaires. Sur ce, je tiens à remercier vivement Kamel Daoud pour ce panorama politique, historique, sociologique, cinématographique, à la fois vaste et extrêmement détaillé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.